Bonjour à tous. Voilà, je vous demande encore un peu de patience avant de prendre votre pause déjeuner, puisque là, on va aborder un sujet qui est crucial et qui concerne tout le monde, l'insécurité en France. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Je suis très heureux de recevoir aussi aujourd'hui Maurice Signolet. Bonjour. Vous êtes commissaire divisionnaire honoraire et vous êtes membre de la commission police-sécurité du mouvement politique citoyen. Grégory Houillon, bonjour. Vous êtes universitaire et maître de conférences en droit public. Alors messieurs, l'insécurité est un souci majeur pour la plupart de nos concitoyens. Donc pour commencer, j'ai deux questions en une. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Et comment en est-on arrivé ici? Merci. Pour laisser un petit peu les gens sortir, pour ceux qui ont plutôt faim, simplement remercier Philippe ainsi que tout le monde pour m'avoir invité à expliquer un petit peu tout ça. Introduire aussi en parlant d'un grand professeur américain qui est Thomas Sowell de l'école de Chicago, que certains connaissent, qui distinguait en 1987 dans un ouvrage les idéalistes des tragiques. Alors, je vais probablement vous paraître un peu tragique, la différence entre les deux étant le rapport au réel. Alors, on m'a donné 10 minutes pour parler des constats, et évidemment, on va évoluer vers des solutions que peut-être je proposerai un petit peu en conclusion. Alors, je vais brasser rapidement les choses. Il y aura probablement un survol, mais je compte sur chacun d'entre vous pour avoir des questions, des réactions, afin de creuser tout cela. Je vais essayer modestement de proposer quelques solutions qui me semblent les plus essentielles et déterminantes afin de permettre le débat. Parfois, vous trouverez qu'il y a des évidences. Tout le monde connaît les questions de sécurité, on a tous quelque chose à dire là-dessus. Introduisons les choses par Montesquieu. Il est à la base de tout. Qu'on examine la cause de tous les relâchements, on verra qu'elle vient de l'impunité des crimes et non de la modération des peines. L'Esprit des lois, livre 6, chapitre 12. Je crois que la résolution du problème « Quelle solution face à l'insécurité ?» peut se poser sous deux angles. Premièrement, un angle sociétal ou culturel, et deuxièmement, un angle plus technique, plus juridique. Donc d'abord, je vais l'aborder sous l'angle sociétal ou culturel, c'est-à-dire l'environnement global de la délinquance. Trois aspects: famille, autorité, patriotisme. Alors d'abord, je voulais rappeler quand même le contexte singulier. Ça fait à peu près 4 ans, 5 ans maintenant qu'on est sorti qu'on a passé 2020 et que ce contexte de monde d'après post-confinement, post-confinement inutile, il faut le citer parce qu'il a généré de la délinquance par décompensation. Il y a beaucoup moins de surmoi. Tout ça pousse davantage à l'acte. On le voit tous avec les violences routières. Certains ont appelé ça rage de la route, ou les violences intrafamiliales. C'était assez évident. Alors d'abord, je crois qu'il faut lutter contre la division des cellules familiales. Jean-Frédéric Poisson en parlait, j'en remets une couche. Faire de la famille une valeur. On sait que 9 personnes sur 10 en prison ont une blessure liée au père. Je ne suis pas psychologue, mais en tout cas, c'est probablement une blessure liée à la question de l'autorité. Pourquoi on a normalisé le divorce? On voit le développement, voire l'explosion des familles monoparentales. Et cette explosion, ou cette volée en éclats de la famille traditionnelle, eh bien, voit parallèlement le renforcement des familles qui, elles, ont un modèle plus clanique, plus tribal. Ensuite, il faut faire un travail sur la notion d'autorité de l'État, de la famille, dans la famille et du policier aussi. Ça paraît un peu difficile au vu de l'évolution actuelle des mœurs, mais ça n'est pas impossible. Pourquoi? L'autorité inspire le respect lorsque la pédagogie seule ne suffit plus. Ensuite, il faut cesser, j'en reparlerai tout à l'heure, la politique de l'excuse qui, je le crois, fragmente la société, notamment entre des privilégiés et de grandes injustices. Et puis, il faut arriver au respect inspiré par le policier ou le gendarme. Peut-être notre collègue nous en parlera.
le policier ou le gendarme ne doit pas être vécu comme un casse-pied, mais comme un servant, comme le disent aux États-Unis, to protect and to serve. Donc privilégier la pédagogie et non rechercher à amputer les patrimoines que l'on réserverait alors au gros trafic. Je pense au col blanc ou aux stupéfiants, où il est parfois intéressant d'enlever leurs avoirs criminels. Et ensuite, le patriotisme, que ce soit par l'école ou même dans la société. On ne respecte pas ce que l'on ne considère pas, et on a beaucoup moins de respect pour ce qui ne nous appartient pas. Il suffit de regarder les Vélib dans la rue. Il n'y en a aucun qui fonctionne, ils sont cassés de tous les côtés, les bâtiments publics sont de plus en plus tagués. Bref, il y a de plus en plus d'atteintes aux biens et ça génère des comportements irrespectueux par rapport à la collectivité et la vie en société. Et puis, par rapport au patriotisme, je voulais ajouter un point quand même, c'est que je pense qu'on l'a dit un petit peu avec les intervenants précédents, ici aussi j'en remets une couche, il faut arrêter avec la honte de soi, typiquement française, qui vient de nos élites. Cette honte de soi, j'aime à l'appeler l'oikophobie, la honte de sa propre maison, la peur de sa propre maison. Tous les pays et toutes les grandes puissances ont une fierté nationale. J'insiste là-dessus. Voilà pour mon premier point. Ensuite, sur un plan plus juridique, sur un plan plus technique, c'est-à-dire en utilisant les moyens utilisés pour lutter contre la délinquance et la criminalité. Même référence, Montesquieu, l'esprit des lois, livre 29, chapitre 16, cette fois, les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. Alors, je propose d'agir sur le lien police-justice dans un premier temps, d'agir sur les fonctions du policier et du gendarme, d'agir ensuite sur les structures pénitentiaires et sur la justice. Sur le lien police-justice, c'est-à-dire à la chaîne pénale, il faut peut-être remettre un peu de cohérence, parce qu'on voit la frustration de nombreux policiers aujourd'hui, qui ont une perte de sens. Alors, je ne parle pas des nombreux suicides qui ont explosé aussi, de policiers ou de gendarmes. J'ai occasion d'en voir. Parce qu'ils voient tout simplement leur travail parfois anéanti par des juges qui relèvent d'un autre ministère et qui apprécient les peines avec laxisme. Cette doctrine-là, j'en parlerai, n'est plus possible à un tel niveau de délinquance aujourd'hui. Il suffit de regarder n'importe quel journal. Donc, évidemment, il va falloir que le siège, la police et le parquet se parlent. Le parquet le fait déjà avec la police, mais le siège un peu moins. Il faut aussi agir sur les fonctions. Rediriger le métier de policier ou de gendarme vers la délinquance réelle. Le policier ou le gendarme, c'est un enquêteur. Ça n'est pas un percepteur. Il n'est pas là pour percevoir des amendes sur les plus captifs et les plus solvables et ne faire que cela. Pénaliser n'est pas fiscaliser. Et ça n'a, qui plus est, aucun effet pédagogique. C'est une philosophie vraiment différente. On a un véritable détournement de pouvoir de la fonction, des prérogatives de forces de sécurité, vers les infractions les plus faciles à réprimer, c'est-à-dire celles qui font des statistiques immédiates. On le sait, tous les policiers le savent. Ensuite, je propose une limitation stricte, on ne sera peut-être pas tous d'accord, il y aura peut-être des questions sur ce point, sur ce que j'appelle la technopolice. Il faut limiter ce que j'appelle la technopolice, c'est donc la vidéoverbalisation, la reconnaissance faciale, la reconnaissance algorithmique, toutes ces techniques qui permettent de faire de l'infraction facile, qui sont parfois utiles, mais qui peuvent conduire au pire comme au meilleur. Pour moi, c'est un outil anxiogène, d'hyper-contrôle, liberticide aux mains du politique, qui amène à un risque totalitaire. Je pense qu'il ne faut pas le supprimer, mais il faut le dédier essentiellement à la police judiciaire, pas forcément à la police administrative. Ça peut aussi venir renforcer toutes les causes d'insécurité en déplaçant les lieux d'infraction. Renforcer donc pour ça la police de proximité avec des vrais humains et la tolérance zéro. On en parle de moins en moins de ça. Peut-être que c'est ce qui fait aussi augmenter la délinquance. On a un paradoxe, remarquez. La classe moyenne voit les cambriolages exploser tous les moins de 90 secondes et on lui répond par la délinquance routière ou la transphobie. Il faut aussi renoncer au seuil de poursuite, les policiers et les gendarmes comprendront, c'est-à-dire, par exemple, on ne poursuit pas un vol en dessous de 400 € ou on ne poursuit pas une corruption en dessous de 1 500 €, j'ai connu. Et compter hypocritement sur la compensation du système assurantiel pour amortir les préjudices des vols et des cambriolages. Je trouve ça scandaleux. C'est-à-dire que les gens sont contents parce que finalement, on ne donnera jamais suite à leur plainte, on la prend comme un papier, mais en fait, ils vont se faire rembourser par l'assurance, donc ça arrange bien la police. Il faut aussi agir sur les structures pénitentiaires, et ça c'est important.
C'est le gros problème, c'est-à-dire qu'on ne peut pas arrêter des gens si on ne peut pas les mettre en prison. C'est une logique imparable. Donc il faut lancer un grand programme de construction et d'aménagement, doubler le nombre de places en prison, et il n'y a pas de secret, il faut investir. Investir pour passer au moins de 75 000 actuellement sous écrou à 100 000. Et puis, expulser les étrangers, parce qu'en les expulsant et en appliquant les lois, on gagne 20 000 places. Et donc, c'est d'autant moins à construire. Hier, le préfet de police pour Paris, Laurent Nunez, montrait la part des étrangers dans les délits commis à Paris. C'est dans un cambriolage sur 2, un étranger. Dans un vol violent sur 2, c'est 40% des violences sexuelles et c'est 9 vols à la tire sur 10. Enfin, je propose d'agir sur la justice et notamment restaurer le sentiment de justice de la population. Stopper la culture de l'excuse. Stopper la doctrine Baudot, la doctrine du juge Baudot qui dit que la prison, c'est ce qui produit la délinquance. Donc tolérance zéro sur le terrain pour la délinquance du quotidien, pour la délinquance d'habitude, pour la délinquance astucieuse. Tout ça, c'est une inversion des valeurs absolument délétère pour la société, qui fragmente cette société, qui la divise. Pourquoi ? Parce que c'est ressenti comme un privilège pour les auteurs, les récidivistes et les délinquants d'habitude, et parallèlement, c'est ressenti comme une injustice pour les victimes. Donc il y a une insatisfaction générale, et ça augmente le travail des juges, ça engorge complètement le prétoire des juges. Donc c'est un cercle vicieux. Je propose aussi de réformer l'article 73 du Code de procédure pénale, qui permet d'appréhender pour tout citoyen quelqu'un qui commet un délit devant soi, et notamment aussi l'article 122.5 du Code pénal sur la légitime défense en élargissant les conditions. Pourquoi ? Pour éviter l'effet spectateur et retrouver, vous savez, le fameux viol devant tout le monde dans le métro et personne ne réagit. Éviter l'effet spectateur et retrouver auprès de nos citoyens le courage de défendre ses concitoyens et d'aider à la police. On l'appelle le collaborateur occasionnel du service public. On voit, c'est des constats symptomatiques d'une société qui se dégrade, qui décroît, qui se déclasse, qui régresse, en somme, qui s'effondre. On voit évidemment dans ces sociétés une dissociation entre la conformation à la légalité et en même temps ceux qui sont dans une véritable sécession de la légalité. Et Beccaria le montrait déjà quand il a écrit son traité des délits et des peines. Il y a un calcul de coût d'opportunité plus grand à commettre l'infraction, ce qui rend la société plus corruptogène et la rend beaucoup plus perméable aujourd'hui à l'insécurité. La délinquance économique et la délinquance en général sont liées. Tout ça est évidemment le corollaire aussi, et je termine, de l'hypercontrôle par l'empilement normatif, la complexification législative, je ne reviens pas dessus, l'inflation législative et réglementaire, qui pose un problème d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, parce qu'effectivement la loi est la même pour tous, certes, nul ne saurait ignorer la loi, mais qui la connaît quand elle est aussi complexe dans le contenu et aussi nombreuse dans le nombre de lois. C'est ubuesque. En conclusion, je propose, pour redonner un petit peu d'espoir, puisque je vous ai dit que j'étais tragique, soyons plus idéalistes, un grand programme de construction des places de prison sur 2 ans, d'aménagement et de construction. Simplifier les textes, parce que c'est en simplifiant les textes qu'on construira aussi plus vite. Faciliter le travail des forces de sécurité intérieure. Tout repenser dans le travail de la police et de la justice à partir des missions, ce qu'on peut faire notamment dans le cadre de la loi organique sur les lois de finances. Une redirection de la technopolice, la tolérance zéro, une police de proximité, la prise en compte des victimes, et sérieusement, y compris par les juges, et plus largement, parce que ça c'est de la politique pénale pure, une révision de la politique de la ville, de la politique familiale, la mise en œuvre des expulsions, un rapport particulier à la CEDH, il faut le dire aussi, et un retour aux valeurs patriotiques et à l'école. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Grégory. Je vous laisse exposer, mais vraiment, je vais vous demander d'insister sur le constat. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait vivre le citoyen français dans ce climat constant d'insécurité? Alors, comme je suis le dernier intervenant et que je ne voudrais pas être le responsable de crise d'hypoglycémie, je vais essayer d'être le plus concis possible.
pour permettre après qu'il y ait des questions. Ça animera, je pense, beaucoup mieux le débat. Alors d'abord, je vais vous demander d'être indulgent avec moi. Comme on l'a dit dans la présentation, je suis un ancien commissaire de police. J'ai passé 40 ans dans l'institution policière et je suis plutôt un homme de l'ombre. Je n'ai pas l'habitude de m'exprimer en public. Je ne suis pas un homme public. J'ai été un besogneux de la police judiciaire essentiellement. Très rapidement, ma carrière est presque exclusivement police judiciaire au Quai des Orfèvres. J'étais à la brigade criminelle, à la brigade des stupéfiants. Puis après, j'ai été à l'antiterrorisme, après au vol d'objets d'art. Vous voyez, j'ai eu une carrière très éclectique, puisque après, je suis parti en sécurité publique en Seine-Saint-Denis, à Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, des grands lieux de villégiature d'Île-de-France. Donc voilà, je vous demanderai juste d'être indulgent avec moi. C'est pour ça que j'ai pris quelques notes pour m'aider. Alors, quelle solution face à l'insécurité? Quelle question? Je vais vous épargner la litanie corporatiste habituelle. La police manque de moyens, les policiers ne sont pas assez payés, ce qui n'est pas faux. Il n'y a pas assez de policiers, c'est la faute à la justice, on manque de voitures, de locaux, que sais-je encore. Tout cela, vous l'avez entendu 1000 fois. D'un autre côté, chaque jour, sur les chaînes d'infos en continu, des toutologues, du latin toutologo, viennent commenter la longue liste des faits divers, entrecoupés de spots publicitaires qui leur garantissent de substantielles rentrées d'argent. Les violences succèdent aux meurtres, le narcotrafic est scandé en écho des phénomènes de bande, les agressions sexuelles s'égrènent au fil des jours, et pour couronner le tout, la submersion migratoire, comme on dit maintenant, vient parfaire le tableau apocalyptique de notre quotidien. Et rien ne se passe. Les politiques de toute tendance se succèdent sur les plateaux télé, chacun y allant de son commentaire, affinant ainsi son profil de communicant. Des éléments de langage, dignes des agences de publicité, sont psalmodiés pour séduire tantôt les uns, tantôt les autres, au gré de l'événement, dans un seul but électoraliste, ce qui leur permettra de s'assurer des rentes de situation. Comme le disait Martin Heidegger, autrefois, on avait des convictions, aujourd'hui, on a des opinions. Si les opinions nourrissent le débat, aussi stériles soient-ils, les convictions, elles, se nourrissent de profondeur. L'IDNF et le mouvement politique citoyen ont organisé le colloque d'aujourd'hui autour d'un thème central, l'ère des fractures, au cœur des crises de répétition. S'ils veulent bien me le permettre, pour ma part, j'y ajouterai un sous-titre, la parenthèse du vide. Car ces 40 dernières années se caractérisent en effet par un vide abyssal. Les pulsions ont supplanté la réflexion. L'expérimentation tous azimuts a détruit le raisonnement. L'hédonisme et l'individualisme ont anéanti l'obligatoire consubstantialité des hommes en un peuple et leur survie sur un territoire. Le désastre était prévisible et pourtant, rien de ce qui aurait dû être fait n'a été ne serait-ce qu'envisagé. Un aveuglement doctrinaire, occultant de façon systématique le simple bon sens, a fomenté la peste insécuritaire qui nous dévaste aujourd'hui, niant le réel pour privilégier la volatilité des certitudes utopistes. Un logiciel idéologique conçu sur la facticité du peut-être, du pourquoi pas, de ce qu'en philosophie on nomme le fait contingent, c'est-à-dire ce qui peut arriver mais n'est nullement une vérité, a méticuleusement orchestré un agenda évolutionniste exclusivement disruptif, pour ne pas dire destructeur. Un peuple tout entier a été résolument, méthodiquement conduit dans un abîme dont seuls les concepteurs se voudront indemnes, préservés par une immunité d'artifice bâtie au fil des méandres de l'histoire. Au-delà du constat bien sombre de la réalité, on se doit, en prenant toute la hauteur que la situation exige, délivrer quelques pistes de réflexion
dépassant le strict point de vue policier, car il serait beaucoup trop réducteur. Il ne permettrait qu'un survol de la situation. Si l'on oppose le linéarisme d'Hegel, qui développait le mythe du progrès partant d'un point A de la barbarie à un point B de la civilisation absolue, à la pensée de Joseph de Maistre, qui lui mettait en cause cette notion de progrès en parlant d'époque, on peut montrer quelque optimisme. De fait, ces époques, selon Joseph de Maistre, se subdivisent en périodes qui persistent quelques décennies, mais n'en sont pas moins déclinantes. Elles débouchent sur des épisodes de gestation où se profile une décadence certaine, mais également une renaissance. Notre époque contemporaine est exemplaire de cette analyse, tant elle se caractérise par des borborigmes rhétoriques élaborés sur d'uniques incantations. Incantations, le lien étymologique avec la chanson. Les discours politiques, dans leur ensemble, soit prônent la survenance d'un homme providentiel, ce qui révèle d'une étonnante suffisance, soit développent un dévoiement rythmique scandé de valeurs abstraites, faussement fédératrices, sublimant le vivre ensemble, cette notion du renoncement institutionnalisé, de la lâcheté face au combat, qui représente les survivances d'idéaux crépusculaires. Le mensonge, par manque de lucidité anticipatrice, a ainsi institutionnalisé, s'apparentant à ce que Machiavel nommait la pensée du palais, totalement déconnectée de la pensée des gens ordinaires, mais plus dramatiquement encore, contribuant au malheur du monde en mal nommant les choses, comme le disait Camus. Ce crépuscule des idéaux par la voie des seules incantations persiste malgré tout comme la lumière d'une étoile morte de longue date, mais dont on perçoit encore les rayons. L'ensemble des partis politiques aujourd'hui, même les plus excessifs dans leur émergence, se rapprochent en réalité de ce qu'on qualifiait de république des avocats sous la Troisième République. L'éloquence fait son lit des incantations manipulatrices et transforme les discours politiques en leurres hypnotiques. Joseph de Maistre illustrait cette dérive en écrivant « Les fausses opinions ressemblent à la fausse monnaie qui est frappée d'abord par de grands coupables et dépensée ensuite par d'honnêtes gens qui perpétuent le crime sans le savoir. » Vous l'aurez compris, j'aime bien Joseph de Maistre, ce philosophe magistrat qui a analysé les excès de la Révolution française et ses dérives. C'est ce même Joseph de Maistre qui déclarait au sujet de la justice « Le glaive de la justice n'a pas de fourreau, toujours il doit menacer et frapper. » Cette seule sentence, à elle seule, suffira à répondre à l'une de nos interrogations d'aujourd'hui concernant la justice. Nous avons dérivé au cours de ces 4 dernières décennies d'une justice de l'acte qui considérait d'abord le préjudice causé à la victime, l'expiation de la faute et la mise hors d'état de nuire de prédateurs, à une justice de l'auteur qui prend exclusivement en compte la personnalité du délinquant, ses actes n'étant considérés que comme des symptômes, la réinsertion devenant la seule articulation de l'échelle des contraintes. Catalogue ininterrompu des condamnations avec sursis, invocation systématique de la perte du discernement, incarcération dans des conditions d'exécution qui feraient rêver nombre de nos aidés résidant en EHPAD. Je cite cet exemple car pour m'être rendu plusieurs fois en mission de police au Japon, j'avais été très surpris, j'avais été choqué de voir des personnes âgées au Japon commettre des vols pour être incarcérées et bénéficier ainsi de soins gratuits, de repas chauds et de briser leur solitude. Des sorties patinoires, visites de musées, des après-midi karting, des parloirs sexualisés dont on peut imaginer la brièveté des préliminaires, très éloignés de l'amour courtois, sont désormais proposés aux délinquants pour leur permettre une réinsertion. Pour parfaire cette idéologie, dans le même temps, on allait transformer totalement le code de procédure pénale en pitrerie pour faire en sorte que le code pénal ne puisse pas s'appliquer. La multiplication des vices de procédure allait paralyser toute la chaîne pénale, allant jusqu'à paupériser la filière de police judiciaire, le désintérêt pour la mission devenant total.
A contrario, le nombre des avocats en 40 ans passait de 7 500 à 80 000 aujourd'hui. Un peu comme si les policiers étaient passés de 140 000 à 1 400 000. Or, ils ne sont plus que 130 000. Et pour couronner le tout, le chantre de cette idéologie destructrive va bientôt faire son entrée au Panthéon, tandis que notre ministre de la Justice précédent, totalement imprégné de la pensée de son illustre mentor, fait aujourd'hui du théâtre. La question était, quelle solution pour la sécurité ? Eh bien, en paraphrasant Jean Cocteau qui déclarait « Le progrès peut être le développement d'une erreur, on croit s'élever, on ne fait que sombrer ». Il sera nécessaire de revenir à une procédure inquisitoriale qui redonne toute son autorité à la justice et par subsidiarité aux policiers et aux gendarmes. L'autorité, et non l'autoritarisme, devra redevenir statutaire. La sanction devra redevenir exemplaire en limitant le sursis à de très rares exceptions et en une seule et unique possibilité. Il sera nécessaire, pour éviter les interprétations des juges des textes de loi, de leur imposer, dans un nouveau code pénal, un minimum de prononcé de la peine dont ils devront en aucun cas s'affranchir. La déchéance de nationalité pour les binationaux devra être systématique et apparaître dans le jugement comme peine complémentaire obligatoire pour tout crime et délit. Et même que l'expulsion définitive du territoire devra être systématisée pour tout étranger dès la première commission d'un acte délinquant. Revenir sur toutes les dispositions du Code de procédure pénale prises depuis 1995 qui ont anéanti l'autorité des officiers de police judiciaire et les pouvoirs d'investigation et de coercition des procureurs de la République et des juges d'instruction. Suspendre les accords de Schengen et reprendre le contrôle de nos frontières. À l'issue de ce moratoire, redéfinir en profondeur la construction européenne sur des bases civilisationnelles et non exclusivement économiques. La reconnaissance de la nation, de son peuple, de son territoire, de son histoire, se devant d'en être les principes édificateurs. Enfin, réorganiser totalement les nomenclatures opérationnelles des différentes forces qui concourent à la sécurité en réaffirmant la mission régalienne exclusive de l'État. Et ça, c'est un énorme chantier, tant les dérives institutionnelles sont importantes aujourd'hui. Voilà, très brièvement, dans les grandes lignes, les orientations nécessaires au retournement de la dérive insécuritaire. En répondant à vos questions, je suis persuadé que je pourrais plus en détailler la pertinence. Pour conclure, avant de répondre à vos questions, je voudrais juste vous dire ce qui me motive encore à mon âge avancé pour m'investir dans ce combat. Walter Benjamin, ce philosophe allemand qui, réfugié en Espagne, a préféré se suicider plutôt que d'être livré aux nazis, a écrit « Chaque époque rêve la suivante. Il faut accompagner ce rêve pour qu'il ne se transforme pas en cauchemar. » Merci beaucoup, messieurs. Mais avant de passer le micro au public, moi j'ai une question pour vous. J'ai entendu parler tout à l'heure de légitime défense. Je voulais avoir votre avis sur le port d'armes pour les situations exceptionnelles, pour des citoyens exemplaires. Est-ce qu'on n'a pas là des pistes pour renforcer la sécurité des Français ? Non, l'État et ses délégataires ont le monopole de l'utilisation de la force. Ça serait une dérive risquée, je pense, que d'armer nos citoyens. Mais pour en revenir à la légitime défense qui concerne, par exemple, les policiers et les gendarmes, vous savez, qui sont extraordinairement remis en cause maintenant systématiquement, un exemple très simple. Il y a quelques années de ça, je crois il y a 3-4 ans, il y a eu une prise d'otage au Parlement canadien. Il y avait un policier qui était à l'entrée
qui a sorti son arme et qui a tué l'agresseur, alors qu'il allait pénétrer dans le Parlement. Ce policier, le lendemain, est venu à son travail. L'ensemble des élus s'est levé et l'a applaudi pendant 10 minutes. Nous, chez nous en France, si ça avait été le cas, le policier, il aurait été mis en garde à vue. Obligé de s'expliquer, pas rentrer chez lui le soir, avec une pression de l'IGS, etc. Voilà toute la nuance qu'il y a aujourd'hui. C'est un des grands débats. Vous savez qu'aujourd'hui, il m'est arrivé de faire passer des concours. Je faisais partie du jury pour les concours de gardien de la paix. Et souvent, je leur posais une question pour vous dire à quel point on en est arrivé. Je leur disais, voilà, vous avez quelqu'un qui s'avance devant vous avec un couteau. Comment vous faites? Les candidats gardiens de la paix, ils vous disent, j'essaye de discuter avec lui, j'essaye de le raisonner, je m'approche tout doucement. Alors j'insiste, je dis, mais il a un couteau, il s'approche de vous. Qu'est-ce que je me recule, je redemande du renfort, etc. Et je leur dis, mais vous ne pensez pas à lui tirer dessus? Non, non. Il faut que vous soyez conscient de l'état des forces de police et de gendarmerie aujourd'hui. Une doxa dominante depuis près de 40 ans a fait en sorte que les policiers et gendarmes étaient par définition le symbole de l'arbitraire, qu'en face d'eux, il fallait prendre des gants, il fallait y aller doucement, etc. Que les policiers aujourd'hui sont terrorisés à l'idée même de faire leur travail. Donc, il va falloir très certainement réfléchir. Alors, je ne voudrais pas qu'on revienne à une ordonnance de 1907 qui bénéficiait aux gendarmes. Les gendarmes, vous savez, avaient cette possibilité, suite à une ordonnance de 1907, il suffisait de dire « halte gendarmerie », ils vous tiraient dans le dos, c'était légitime. Bon, pas question de revenir à cette époque-là, mais ça s'expliquait à l'époque. Vous voyez, les gendarmes étaient par deux, souvent en campagne, à la différence des policiers qui étaient plus nombreux en ville, etc. Donc on leur avait donné cette latitude. Mais vu le niveau de délinquance que l'on a, de violence que l'on a aujourd'hui, il va bien falloir à un moment donné revoir ces dispositions de la légitime défense avec en tout état de cause une présomption de légitime défense chez les policiers et les gendarmes. Voilà. J'abonde dans ton sens. Je sais que les policiers et les gendarmes ont des obligations de tir chaque année. Il y a de moins en moins de cartouches disponibles, il y a de moins en moins de séances de tir. Beaucoup le font sur leur denier personnel pour ne pas perdre la main. Et beaucoup ont très très peur d'être confrontés à la situation où ils devraient être amenés à tirer un jour. J'ai moi-même vu en tir opérationnel des agents, je ne dirais pas où, mais j'en ai vu très souvent trembler au moment de tirer. Quand c'est leur obligation de tir. Et ça, c'est quand même flippant en sachant qu'ils nous défendent. Alors maintenant, effectivement, la légitime défense, elle a 3 critères. Je ne les donnerai pas, je ne vais pas aller dans les détails de l'article 122.5, mais aux États-Unis, c'est fondamentalement différent, puisqu'aux États-Unis, ils ont déjà le port d'armes protégé par la Constitution. C'est-à-dire qu'avant même la liberté d'expression, ils ont le droit de porter une arme. C'est quand même fondamental. Second amendement, et ce second amendement est absolument sacré. Il reste que la différence, c'est qu'aux États-Unis, vous êtes face à un policier, déjà vous le respectez. Moi, j'ai toujours appelé un policier aux États-Unis, j'y vais très souvent, je l'appelle officier. Je ne l'appelle pas monsieur, je ne l'appelle pas copain, je ne l'appelle pas voilà. D'autre part, en général, il me répond et il est très bienveillant. Et j'ai jamais eu de problème. Je me suis fait arrêter aux États-Unis. Si j'avais mis la main dans la poche, il tirait. En France, il tire, il a tort. Il n'est pas en légitime défense. Il y a eu une arme factice qui a été sortie il n'y a pas longtemps à la gare de Saint-Lazare. Effectivement, ça s'est mal terminé. Et ça va très mal se terminer pour cet agent. Sa carrière est finie parce que c'était une arme factice. Sauf que le temps d'appréciation dans le cerveau, c'est quelques centièmes de seconde. Personne ne peut le faire. C'est trop compliqué. Alors, il est question d'alléger ces questions de légitime défense pour les policiers, mais pas au point où on le fait pour les États-Unis. Aux États-Unis, c'est l'imminence, le critère. C'est pour ça que vous pouvez tirer si vous avez cru voir une possibilité ou une potentialité de délinquance.
Et on vous légitimera et la hiérarchie vous suivra. La seule différence, et j'en termine là-dessus, c'est que les États-Unis sont un système, tout le droit aux États-Unis est une vision de l'homme, tout comme le nôtre. Le nôtre, c'est une vision luthérienne où on considère que l'homme est un enfant et qu'il faut le cadrer parce qu'il va forcément faire une connerie. Alors qu'aux États-Unis, on lui fait confiance. On ne lui mettra pas de barrière et on le laissera faire ce qu'il veut. C'est la société qui cadrera. Merci. Merci beaucoup. Merci. On va peut-être prendre les questions du public. Je vais vous donner un cas d'école qui me tient à cœur, puisque dans mon village, il y a 2 gamines qui ont été assassinées par un OQTF. C'était en 2018, en octobre. Elles ont été égorgées à la gare Saint-Charles. C'est Laurent et moi. Alors, ma question est la suivante. J'assimile ce genre de comportement, pour ceux qui le laissent faire, de complicité de meurtre. Est-ce qu'un ministre ne pourrait pas rendre des comptes du fait de ne pas avoir fait appliquer la loi, c'est-à-dire l'expulsion d'un tel individu? Vous avez vu les événements récents là, avec Bouassem, hein, je crois, hein, que Bruno Retailleau a essayé d'expulser les difficultés qu'il a rencontrées. Et le tribunal administratif de Melun a demandé à ce que Bouassem soit immédiatement relâché, qu'il dispose d'un titre de séjour et qu'en plus, provisoire, et qu'en plus on lui donne une indemnité de 1 200 €. C'est tout le problème. On n'arrête pas d'évoquer l'état de droit. Alors, l'état de droit, si on inverse, c'est quel est le droit de l'État, hein? C'est justement pour éviter une emprise trop grande sur les citoyens qu'on va limiter par la loi les possibilités laissées à l'État d'intervenir. Le problème, c'est qu'au fil des temps, je l'ai dit tout à l'heure, hein, on a laissé... on va faire un peu de la rhétorique. L'état de droit s'est transformé en état des droits. C'est-à-dire que ce n'est plus l'état de droit, un droit qui va régir, faire en sorte que l'État sera limité dans son action répressive ou son action brutale, mais on a affaire maintenant à une multiplicité d'états des droits. Vous voyez, une multitude de droits, avec une stratification à l'infini. Quand j'ai cité le chiffre tout à l'heure de 7 500 avocats et 80 000 aujourd'hui, pourquoi? Pour une raison très simple, c'est qu'il y a énormément de vices de procédure, il y a énormément de contentieux de procédure. Je plains le pauvre Bruno Retailleau. D'ailleurs, à cet égard, sachez qu'en 2026, une directive européenne, encore une fois, l'Europe, va nous obliger à accueillir, à élargir encore plus l'asile politique, avec en plus une répartition selon les territoires. C'est-à-dire qu'on fera des quotas, on dira la France, elle va en prendre tant de milliers, l'Italie tant de milliers, etc. Même l'Europe, là, va encore nous imposer une nouvelle stratification de droit. Donc, moralité, eh bien, je ne sais pas, il faudrait devenir... ce qui a été invoqué chez Bouassem, c'est liens familiaux. Il est rentré 2 fois. Il est rentré 2 fois de façon irrégulière en France, mais il a eu 2 enfants, et donc on va le priver de ses liens familiaux si on l'expulse. J'ai envie de dire qu'à cela ne tienne, on n'a qu'à regrouper tout le monde, et puis comme ça, ils ne seront pas séparés. Ouais. Mais ça va être un véritable problème. En tous les cas, il faut savoir qu'aujourd'hui, à peu près 15 millions de Français sont d'origine étrangère. Aujourd'hui, quand on parle de submersion et que personne ne veut le reconnaître parce que c'est tellement énorme, si vous voulez, qu'en fin de compte, personne n'ose s'affronter parce que c'est devenu énorme. Vous savez, c'est George Soros qui organise la migration africaine et du Middle East en Europe. Parce que dans son projet de Open Society, il a décidé qu'en mélangeant les populations, il les transformerait en consommateurs. Donc ce type-là a acheté 4 juges de la CEDH et on peut se séparer complètement de la CEDH en disant que le droit français prime sur la CEDH, point barre. Aujourd'hui, la Pologne le fait, la Slovaquie le fait, la Bulgarie le fait, la Croatie aussi le fait,
Je ne vois pas la raison pour laquelle on ne pourrait pas le faire. On pourrait dire maintenant, si vous êtes sur le territoire français et que vous êtes en totale illégalité, vous dégagez. En Australie, c'est normalement ils le font. la loi. Hein. Aux États-Unis, ils le font. En Russie, ils le font. Pourquoi nous, on ne pourrait pas le faire? Je suis désolé. Je réponds à votre question, du coup, parce que vous posez une question. Alors, on parle quand même de dévoiement de l'état de droit. Moi, j'avais une collègue qui, un jour, a dit en colloque que l'état de droit devenait d'état de droit. Ce dévoiement, c'est la multiplication des droits A, c'est-à-dire la subjectivisation de tous les droits. J'ai droit à ma reconnaissance. Voilà, cette espèce d'objet permanent de reconnaissance, de validation sociale. C'est évidemment malsain. L'état de droit, c'est autre chose. On en parlait ce matin. Non, il y a probablement non-assistance à personne en péril dans le cas que vous citez. Je ne fais pas de cas pratique, je ne connais pas le dossier, mais voilà. Le maire aussi. Le maire, c'est l'autorité de police administrative. C'est lui qui doit intervenir pour éviter un certain nombre de problèmes dans sa commune, et uniquement dans sa commune. Sinon, c'est le préfet. Il y a des sujétions de puissance publique. Ça peut lui retomber dessus. Alors, ça ne lui retombera pas dessus personnellement, même s'il est OPJ, mais il y a la responsabilité de la puissance publique. La responsabilité de la commune peut être engagée. Maintenant, pour les expulsions et pour votre question... Ce gars-là si avait été arrêté dans la ville de Lyon, à la gare. Il a été amené au commissariat. Ensuite, il a été relâché. Il a pris le train, il est allé à Marseille, et les deux gamines qui venaient de mon village, qui devaient repartir vers leur université à Lyon, ont été assassinées à la gare. Donc ce type-là n'aurait jamais dû être relâché, il aurait dû rester en prison et être éjecté du territoire. Au total, ces deux gamines ont été tuées. La loi, c'est expulsion ou reconduite à la frontière. Vous êtes expulsé si vous commettez un délit, et reconduite à la frontière, c'est si vous avez une irrégularité de papier, mais rien fait. Donc on applique la loi. Or, pour répondre à votre question, il y a l'avis du Conseil d'État à l'époque de l'église Saint-Bernard sur les expulsions et les reconduites à la frontière. Le Conseil d'État dit qu'il est toujours discrétionnaire pour un gouvernement de décider d'expulser ou non. En gros, il fait ce qu'il veut, c'est discrétionnaire. Alors c'est très gênant, mais ça se change. La loi peut toujours venir revoir un principe posé qui n'est qu'infralégislatif par le Conseil d'État. Le Conseil d'État rend un avis. Hein. Voilà. Et puis, évidemment, vous avez le gouvernement qui est irresponsable dans ces cas-là, mais l'administration et la responsabilité de la puissance publique viendront payer derrière. C'est-à-dire que vous serez indemnisé. Voilà. Allez, juste pour vous détendre un peu, je vais vous livrer une petite anecdote concernant les OQTF. J'ai beau être à la retraite, je suis toujours en relation avec tous mes collègues et je suis en relation avec le patron de Mayotte. Vous savez, à Mayotte, là où il y a eu cet ouragan et où on ne sait pas combien il y a d'habitants exactement. Ce qu'on sait, c'est que la moitié des habitants de Mayotte sont en situation irrégulière. Hein. Pour les OQTF, alors tout le monde s'est réjoui de voir que le nombre des OQTF avait un petit peu augmenté cette année-là et qu'on avait un certain nombre d'OQTF réalisés. Le ministère de l'Intérieur nous dit, voilà, on a fait tant de milliers d'OQTF. Il faut savoir que la moitié des OQTF prononcés en France, c'est à Mayotte. En fin de compte, les étrangers qui sont en situation régulière à Mayotte, on les renvoie de l'autre côté, aux Comores, et on comptabilise ça comme une OQTF. L'anecdote amusante, c'est que les Comoriens, ils prennent le bateau le matin, ça leur coûte 150 € pour venir à Mayotte. Et le soir, pour repartir, ils vont directement à la police de l'air et des frontières. Ils disent « Je suis étranger en situation régulière, je veux rentrer chez moi ». Et donc, on le met dans le bateau français, on le ramène aux Comores gratuitement et on le compte comme un OQTF. Voilà la raison pour laquelle les OQTF ont un petit peu augmenté cette année. Merci. On va prendre une autre question, monsieur. Oui, j'avais une question en fait par rapport à cette question de la délinquance, parce que en effet, disons, avoir un système un peu plus répressif et l'application des peines pour faire en sorte que certains délinquants ne récidivent pas ou soient calmés à un moment donné. Bon, ok, mais ma question c'est est-ce que toutes les délinquances et les délinquants sont indépendants les uns des autres, et ne faudrait-il pas à un moment donné plutôt s'attaquer au système plutôt mafieux et toutes ces organisations mafieuses qui sont aujourd'hui une des grandes causes
de la plupart des délinquances dans les grandes métropoles et aussi en province, et notamment lié au trafic de drogue. Le trafic de drogue qui explose de plus en plus en Europe et en France. Donc je ne sais pas, que préconisez-vous pour mettre quelques parrains de la drogue dans certains EHPAD en France et ce genre de choses en touchant les causes véritablement de cette délinquance? Vous avez entièrement raison, mais tout à l'heure dans mon texte, là, je vous ai dit que la police judiciaire, aujourd'hui, plus personne ne voulait en faire de la police judiciaire, parce que c'est beaucoup trop compliqué. Dans le domaine, j'ai évoqué aussi le fait que depuis 1993, d'ailleurs, hein, on a totalement réformé le code de procédure pénale. On l'a extraordinairement complexifié. Je vais vous citer mon exemple. Moi, j'ai été longtemps à la brigade des stupéfiants et je faisais ce qu'on appelait des coups d'achat. C'est-à-dire que moi, j'ai été policier sous couverture en Thaïlande, avec des noms d'emprunt, etc. Et je faisais ce qu'on appelait des coups d'achat. Ça nous est interdit aujourd'hui, parce qu'on estime que c'est de l'incitation. Vous voyez ? Même à la brigade des stupéfiants à Paris, tous les jours, des policiers qu'on appelait des zombies, déguisés un peu en toxicomanes, allaient acheter. Et ils interpellaient le dealer en disant « Hop !» Vous voyez, quand il ressortait après, il prenait ses collègues et il disait « Bon, c'est lui qui m'a vendu ». Il partait au trou immédiatement. Interdit. C'est interdit par la loi aujourd'hui. Alors pareil pour les surveillances, etc. C'est devenu impossible à faire. Et puis, alors, on est un peu dans le monde des confidences, puisqu'on est entre nous, ça ne sortira pas d'ici, en matière de stupéfiants, on avait énormément recours aux informateurs, ce qu'on appelait les tontons. Hein, c'est-à-dire que moi, comme policier, je connaissais beaucoup de gens qui étaient dans le trafic, etc. Et ça nous permettait de remonter de plus en plus haut. Interdit. Interdit. Les derniers qui s'y sont aventurés se sont retrouvés en prison. Le policier, vous savez, moi je suis rentré dans la police par romantisme, hein, un peu dans un esprit maigretiste. Pas l'homme politique, hein, Maigret, le commissaire Maigret. Pourquoi ? Parce que la société était apaisée dans le temps. La délinquance, elle était exceptionnelle. C'était un peu c'était vraiment à la marge. Aujourd'hui, le narcotrafic qu'on évoque sans arrêt est lié exclusivement à cette submersion étrangère. Nos cités perdues de la République, ce n'est pas du tout des cités perdues de la République, c'est des cités étrangères. Étrangères qui sont devenues impénétrables. Impénétrables à cause de la configuration architecturale, en un premier temps, impénétrables à cause de la mise en place de quelques communautés très particulières, et le code de procédure pénale qui maintenant nous interdit d'y entrer, qui nous interdit d'avoir recours aux subterfuges que l'on avait auparavant. Donc vous voyez, remonter les filières, soit, mais avec quels moyens? Les moyens qu'il y avait auparavant. Vous savez pourquoi on parlait du passage à tabac dans le temps, hein, ça vient de Vidocq. Vidocq, vous savez, c'était un grand truand qui, en fin de compte, on s'était dit, tiens, il est tellement bon comme truand, il serait peut-être pas si mauvais que ça comme chef de la sûreté. Et quand ces policiers obtenaient un aveu, ils les réglaient en tabac. Ils leur donnaient une petite prime en tabac. D'où l'origine du passage à tabac. Alors, je ne dis pas qu'il faut en revenir là, mais la police romantique que j'ai connue, moi, avait ses vertus. C'est-à-dire que ça nous permettrait de pénétrer, d'infiltrer. Les voyous avaient peur de nous parce qu'ils savaient qu'on pouvait, par toutes sortes de moyens, arriver à nos fins. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Et par contre, la délinquance, elle a compris. Elle a compris qu'on n'était plus bon à rien, quelque part. Elle a compris qu'on était devenus des espèces de pitres à ne faire que des transcriptions, etc. On n'est plus investi. À mon époque, on faisait de la police. Aujourd'hui, on fait des actes de police. La nuance est importante. Avant, on rentrait dans la police comme un sacerdoce, comme on entrait en médecine, comme on entrait dans l'éducation. Aujourd'hui, la sociologie policière, vous savez, je vous laisserai mon texte si vous voulez après, puis il faudra le lire en filigrane. Quand je dis par exemple qu'il faudra revoir toute l'organisation des institutions qui concourent à la sécurité, en filigrane, d'une manière subliminale, je veux dire qu'il y a beaucoup de choses à revoir. La sociologie policière d'aujourd'hui
n'est pas la sociologie policière d'il y a 40 ans. Ça n'a rien à voir. Là aussi, on rencontre l'hédonisme, le goût pour le sport, le goût pour toutes sortes de choses. Vous savez, les gardiens de la paix dans le temps, le simple gardien de la paix, c'est des gens c'est pas des gens qui n'avaient pas fait d'études, c'est des gens qui n'avaient pas pu faire d'études. Donc c'est pas du tout pareil. Ils avaient une espèce de sens de l'honneur, rentrer dans la police, c'était une élévation sociale, etc. Aujourd'hui, regardez les plaquettes de recrutement pour entrer dans la police. 99% des policiers, quand ils sortent de l'école, ils se retrouvent à Paris ou en Seine-Saint-Denis dans une brigade de roulement. Toutes les plaquettes de recrutement de la police nationale, c'est, vous voyez, quelqu'un qui est à la BRI, quelqu'un qui est au RAID, quelqu'un qui descend en rappel d'un hélicoptère, etc. Chose qui ne concerne que 4-5% des effectifs de police. Moralité, avec cette mentalité jouissive, hédoniste qu'on connaît aujourd'hui, où l'abnégation, le sens du devoir, de l'investissement a un peu disparu au profit d'un investissement personnel, uniquement personnel, ben quelque part, l'institution policière, comme celle de la gendarmerie, n'est plus du tout ce qu'elle était. Il faut savoir qu'il y a des défections très importantes dans les toutes premières années. Il y a énormément de gendarmes qui, dès la première année, s'en vont pour aller où? En police municipale. Méfions-nous de ces proliférations de police municipale. Vous savez qu'aujourd'hui, ils sont près de 20 000. D'abord, ça montre un désengagement total de l'État dans sa mission régalienne de sécurité, c'est-à-dire on va laisser ça aux polices municipales. Souvenons-nous qu'avant, toutes les polices étaient municipales. C'est Pétain qui a étatisé toutes les polices. L'école des commissaires de Saint-Cyron-Mont-d'Or à Lyon, c'est Pétain qui l'a inaugurée. Tout doucement, on revient vers un désengagement de l'État qui va privilégier les forces de sécurité pour mater les gilets jaunes, par exemple. Mais la délinquance de tous les jours, quelque part, ils vont s'en moquer. Je fais bref. Voilà. Alors, j'ai entendu dire par mon collègue qu'effectivement, le policier aujourd'hui est parfois un peu perçu comme un pitre. J'ai un peu envie de dire comme certains politiques qui ne sont que des exécutants de l'Union européenne ou d'autres agendas. Alors, pour répondre à la question, la cellule familiale me paraît fondamentale. Alors, je reprends simplement ce que j'ai dit. Cellule familiale, affaissement de l'autorité et absence de considération pour la chose publique. En gros, une forme de patriotisme. Sens de la patrie, quoi, simplement, qu'on avait avant, qu'on n'a plus, parce que ça n'est plus encouragé et ça n'est plus enseigné. La cellule familiale, c'est important, parce que autant la sécurité sociale a fait d'énormes rapports pour vous dire ça n'a rien à voir avec la délinquance, autant vous lisez les travaux du docteur Maurice Berger, il vous dit ça a tout à voir. Et c'est fondamental, ça permet de tout comprendre. Bon. C'est même sine qua non. Donc, réflexion. Mais au-delà de ça, il y a toutes les politiques, effectivement, au sens plus large, qui jouent sur la délinquance, pour répondre à votre question. La politique de la ville, l'aménagement des quartiers, c'est fondamental. Il y a un moment où il va falloir casser des choses qui ont été faites à dessein pour, justement, engendrer, générer de la délinquance. Si on cherche un délinquant, il faut aussi savoir que parfois, si on focalise trop sur certains délinquants, je pense à la délinquance routière qui est facile, on en rate un autre. Les policiers, à un moment, parfois, ils vont facilement dans un train parce qu'en contrôlant 3 personnes, ça va être très facile et ils vont faire les statistiques. Cette politique-là est délétère, la politique des statistiques. On en parle de temps en temps. On ne peut pas développer. Pareil de ce que je disais, c'est-à-dire que quand on est obsédé par les 3 km/h en plus que vous allez faire pour que le radar vous chope, bien évidemment, les cambriolages, vous pouvez porter plainte, on ne retrouvera jamais vos cambrioleurs. Ça m'est arrivé et je pense que c'est arrivé à plusieurs d'entre nous puisque ça nous arrivera tous, vu l'état des choses. Simplement rajouter que la délinquance est effectivement complexe. Personnellement, je travaille beaucoup sur de la délinquance un peu spécifique, où tous les agents qui travaillent dessus n'ont aucune réponse aux questions, le parquet non plus, et les juges encore moins. Ils me demandent à moi, et je me dis, mais qu'est-ce que je viens faire là? Je ne comprends pas. C'est leur boulot. C'est du trafic d'influence, de la corruption, de la prise illégale d'intérêt. C'est devenu tellement technique que les agents eux-mêmes, notamment les adjudants, directeurs d'enquête, n'y arrivent plus. Ils sont obligés d'aller voir des experts qui vont leur dire est-ce qu'on poursuit, est-ce qu'on ne poursuit pas, est-ce qu'il y a lieu à poursuivre. Il y a la délinquance cyber qui est très complexe aussi. La délinquance aujourd'hui est une délinquance où il faut des experts pour chaque délit. Et puis je voulais terminer sur
alors je ne sais plus laquelle elle est, mais j'ai beaucoup entendu parler d'une loi Sarkozy ou Hortefeux qui permettait en matière de stupes la confiscation des avoirs criminels. Et je peux vous garantir que quand on confisque à un homme sa voiture, c'est comme si on lui confisquait un appendice fondamental. Très rapidement, vous obtenez une conformation à la loi. Merci beaucoup. Et puis ce sera le mot de la fin. On peut les applaudir. Merci à tous. Bon déjeuner et à tout à l'heure.